lo yo. Ibo binda wo ya yo, gomo bo binda wo. Lolo sukana dembe mukiku mukamudi bani bangu mboga lolo wana ndumikela dibari na mbengo mama nduna zaka menya buduma La définition du pincé, c'est quoi exactement? D'où vient le mot d'ailleurs? Alors ça vient de penser qui signifie naufrage, un mot breton qui signifie naufrage. Et disons qu'initialement c'était ce qu'on ramassait surtout pour se chauffer, du bois. Mais aussi pour construire les meubles. Par exemple à Ouessant, la plupart des meubles mobiliers est fait avec du pincé. Et aussi quelquefois pour construire les maisons, tout au moins la charpente des maisons. Les matériaux étaient assez importants pour retrouver des poutres. Des chargements qui tombaient en mer, des chargements de bois. Et depuis des générations, on allait ici au pincé, disons entre la Pointe Saint-Mathieu et la Bergerac. Et je me souviens, étant jeune, j'allais justement au pincé, mais moi je ramassais toujours les morceaux aux formes insolites. Et mon grand-père me disait souvent, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ah, comme l'art. Et alors quand vous ramassez déjà, est-ce que vous avez déjà une idée ou est-ce que non, on ramasse et puis on voit après? Souvent. Le matériau déclenche déjà une idée, bon, qui est à approfondir, mais c'est vrai que très souvent, c'est sur l'estran déjà que l'esquisse se fait. L'esquisse se fait, dès ce moment-là. Je dis, bon là, tiens, il y aura un demi-visage, bon, peut-être que je trouverai un autre demi-bidon, ou ça sera peut-être quelqu'un de caché derrière un obstacle. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance de trouver cet atelier qui est voilà, donc là, à 10 mètres de la mer quand la mer est haute. Absolument miraculeux, en bord de mer. Avec une vue extraordinaire qu'on voit aujourd'hui. Et aux premières loges quand il y a une tempête. Voilà. Atelier vue sur mer, c'est quand même le rêve de beaucoup d'artistes là. Ah oui. Ça c'est le tas. C'est le tas de pincé qui n'a pas encore été trié, pas encore été nettoyé. Et qui représente quand même quelques semaines de ramassage. Allez, je dirais même peut-être 1 ou 2 mois. 2 mois de ramassage. Alors il y a tout, il y a des bois, il y a des bois qui sont souvent intéressants. Il y a du plastique. Alors ça, par exemple, bon, c'est informe, mais je peux le sculpter. C'est du polystyrène. Il y a des filets, des cordages, des morceaux de briques. J'ai trouvé une plage où il y a des morceaux de briques qui sont étonnants parce que qu'ils ont été les morceaux sont tellement usés par la mer. Tellement usés par la mer que ça devient des galets presque. Mais quelquefois, ce sont presque des visages. Non, là, c'est pas typique. Là. Ah oui. Et ici, déjà, ça commence, voilà, la bouche ici, les 2 yeux. Et j'utilise beaucoup ces briques. Bon, il y a aussi du métal. Bon, en fait, ce sont des inserts. Quand les bateaux coulent, le bois pourrit, mais il reste le métal, des manilles. Et c'est intéressant. Ben, là, c'est encore... il y a un visage, là, possible, à partir de cette chaussure. L'atelier, d'après ce qu'on peut voir ici, d'ailleurs, représente la phase ultime du nettoyage et du triage, puisqu'il y a déjà ici des zones, en fait, par type de pincé. Par type de pincé, même couleur. Vous voyez, tout ce qui est plastique bleu, plastique noir, plastique rouge, là-bas le jaune, le vert. Alors les bois flottés en haut, bois flottés colorés, les bois flottés bruts et qui sont aussi devenus presque des galets, à force d'être roulés sur les rochers et sur les plages. Ici, ce sont les écorces. Et donc il y a aussi la ferraille là-bas, les gants, les semelles. Et bon, on s'efforce de mettre un peu d'ordre là-dedans parce que c'est vrai que ça arrive. En hiver, on ramasse beaucoup. Il y a une saisonnalité du pincé, si on peut complètement. dire. Alors évidemment, de temps en temps, tricher, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais j'utilise quand même des récupérations terrestres. Par exemple, ce casier se moule à gaufre, de même que les casiers d'imprimerie qui sont là-bas.
sont des récupérations terrestres. Bon, il faut servir à... Pour servir de support. Voilà, de support en particulier. Mais autrement, les 9/10 sont réalisés avec des récupérations maritimes. Donc il faut faire une véritable gestion des stocks en fait ici pour arriver à... Ah oui, il y a un stock terrible et c'est en me promenant dans ce stock quand j'ai par exemple une idée de tableau, je me balade là-dedans et je trouve presque toujours le matériau adéquat. Pouvoir servir. Ce qu'on peut se demander c'est au fond, mais pourquoi le pincé? Comment est venu le choix de ce matériau artistique-là? Alors, très particulier. C'est vrai. Alors en fait, au départ, j'ai eu comment dire, une démarche classique, c'est-à-dire que j'ai commencé par peindre à l'huile. Oui. De façon conventionnelle, des marines bien léchées, des portraits, des autoportraits. Puis j'ai commencé à faire des collages dans les années 60. Ça remonte loin, ça fait 40 ans. Et je faisais des collages parce que j'ai éprouvé le besoin de mettre une matière. Et aussi peut-être parce qu'à partir de 1968, où j'ai démarré mes études d'architecte, dans la folie de 68, de mai 68, j'ai connu l'art brut. Voilà, c'est ça. Et j'ai connu le surréalisme, et aussi bien les surréalistes, mais surtout l'art brut, utilisaient des matériaux, tous les matériaux qui leur tombaient sur la main, puisque Dubuffet a été jusqu'à utiliser de la terre. Oui. Et ça m'a conforté dans l'idée, j'avais commencé avant un peu, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'on pouvait faire autre chose que d'utiliser des matériaux, enfin des techniques traditionnelles et conventionnelles. Et j'ai donc délaissé ma peinture à l'huile. Et j'ai commencé à travailler avec des matériaux de récupération terrestres donc. Mais comme je venais en vacances ici en Bretagne, et qu'à partir de 68 même je venais assez régulièrement parce que j'étais étudiant en architecture, donc j'avais beaucoup de loisirs, enfin j'avais des vacances. Et là, mes souvenirs de jeunesse où je ramassais du pincé sont revenus. Puis je me suis mis là-dedans. Ce qui peut être surprenant, c'est que bon, vous avez quand même eu un parcours militaire, au moins partiellement, parce que vous êtes passé au prix d'année. Et alors le pincé, tel qu'on peut le voir ici, c'est quand même quelque chose qui a un aspect très, très ludique, surtout que vous allez en plus vers la caricature. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu paradoxal entre ce choix ou ce non-choix, je ne sais pas comment ça c'est venu en fait, cette carrière militaire, et puis ce choix artistique? Vous avez raison, c'est un choix tout à fait paradoxal. En fait, j'ai été mis sur des rails militaires à l'âge de 11 ans, au Prytanée militaire, parce que j'étais pupille de la nation, mis très jeune. Et ma passion, c'était le dessin. Et mon prof de dessin me disait toujours, fais les beaux-arts, fais les beaux-arts, fais les beaux-arts. Puis arrivé à 18 ans, quand j'ai passé mon bac, à l'époque, c'était faire Saint-Cyr, c'était l'aventure avec un grand art, c'était les voyages. J'ai dit, je vais faire Saint-Cyr, comme tous mes camarades, je ne vais pas les quitter, on va rester. Et en fait, je n'avais pas une vocation militaire très affirmée, mais mis sur des rails, ne connaissant pas le civil, pour moi c'était un monde un peu sauvage, un peu difficile, et je trouvais que dans le milieu militaire, ça se passait bien, j'avais beaucoup d'amis. Un peu par facilité peut-être, je suis resté dans le milieu militaire. Mais j'ai conservé cette passion qui faisait que tout le temps, parallèlement, je dessinais. Et même pendant mes études de Saint-Cyr, on me chargeait de la décoration, des salles pour les fêtes, etc. Ah oui, et j'avais toujours ce besoin de m'adonner plutôt au dessin. Et donc, avec un certain entêtement de breton, j'ai dit, d'accord, j'ai fait militaire, mais je veux prendre le génie militaire, où j'aurai la possibilité de faire peut-être l'architecture. C'est pas tout à fait pareil que la peinture et la sculpture, mais quand même, je m'en rapproche. Et j'ai mis un certain temps, puisque je n'ai démarré mes études d'architecte à 34 ans. Mais on m'a complètement libéré de toute obligation militaire pour faire mes études d'architecte. Et c'est là que j'ai, alors vraiment, ça a été formidable, parce que c'est une deuxième jeunesse. À 34 ans, on est encore jeune, mais disons que ça a été pour moi une redécouverte de ce que j'aurais aimé connaître plus jeune. Et c'est là que j'ai découvert le surréalisme, l'art brut. Et que j'ai eu un professeur d'architecture remarquable, qui était l'architecte de Fidel Castro, qui avait quitté Cuba en raison d'un désaccord, et qui m'a complètement passionné par sa démarche surréaliste et symboliste. C'était extraordinaire. J'ai vu que vous faisiez pas souvent allusion d'ailleurs à Dubuffet, vous venez d'en parler tout à l'heure. Vous l'avez considéré un petit peu comme un maître à penser, ou non, c'est simplement des directions de réflexion qu'à partir de lui vous avez eues sur l'art brut, les arts premiers? Oui, à la fois, je l'ai considéré comme un maître à penser, mais tout en m'en méfiant un peu, parce que j'ai été très marqué par son bouquin L'asphyxiante culture, écrit en 68, enfin publié en 68. En gros, il disait, ne vous cultivez pas, vous allez perdre toute la fraîcheur de la poésie, tout ce qui est en vous, il ne faut pas.
Bon, alors c'est un peu déroutant quand on sait que Dubuffet est très cultivé. Bien sûr. Alors, donc, j'avais un désaccord sur le fait de ne pas se cultiver, mais par contre, de pouvoir travailler avec ses traits beaucoup plus qu'avec sa culture, ça m'a intéressé. L'idée qu'il faut se débarrasser de sa culture à certains moments pour revenir à des choses fortes, qu'on retrouve effectivement dans tout ce qui est un peu art singulier. Voilà, exactement. Petit à petit, vous avez en fait développé cette idée cette idée qui ne vous est pas propre tout de même, mais de l'art singulier. Oui. Plus que des arts premiers, puisque là, on est quand même dans quelque chose qui est un petit peu le degré au-dessus, si l'on peut dire. Oui. Bon. Et ça se développe, cette idée d'art singulier, par rapport en particulier à une espèce d'art officiel, finalement, que vous... C'est une réaction contre l'art officiel. Voilà, contre laquelle vous réagissez. C'est pas qu'on le rejette, Oui. c'est qu'on ne se sent rien de commun. Enfin, moi, je ne me sens pas... à la fois, je fais des expositions d'art conceptuel ou d'art abstrait. Oui. Hein. J'aime beaucoup Yvon Daniel, par exemple. Mais ça n'est pas ma démarche. J'ai fait quelques tableaux abstraits, mais... ma sensibilité ne va pas là. Et donc, je préfère m'exprimer de manière plus intuitive, plus brutale, plutôt que de manière plus intellectuelle. Je fais plus appel, je pense, à la sensibilité, à l'intuition, qu'à une notion très conceptuelle et très réfléchie. Alors, je crois avoir lu quelque part, peut-être regarder maintenant des œuvres, mais qu'au fond, pour vous, le pincé, en tout cas certaines formes, c'était rire avec les mains. Oui. J'ai trouvé que la formule était vraiment très jolie et en plus tout à fait pertinente. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu comment vous riez avec vos mains à partir de certaines œuvres? J'ai trouvé une vieille, avec mes petits-enfants, une vieille botte pourrie sur la plage. Et mon petit-fils me dit, là, il n'y a rien à en tirer quand même, elle est pourrie la botte. Et je dis, moi, je sais pas, j'y vois peut-être un visage. Et en prenant cette botte et en mettant les morceaux, vraiment, je me suis amusé à le faire. Oui. C'est un peu un vieillard dont la mâchoire tremble et qui est absolument fripé de partout. Et j'ai trouvé que cette botte permettait de rire avec mes mains et de faire un personnage un peu fantastique. Voilà un exemple. Comme ici, par exemple, quand j'ai trouvé ces débris de cailloux, là, je me suis dit, je vais en faire mon autoportrait. Oui. Mais mon autoportrait en 2050. J'aurai 114 ans. Et je serai transformé, non pas en caillou, mais sûrement en poussière. Mais là, c'était un peu rire aussi, c'était un peu m'amuser, c'est un peu de l'autodérision, quoi. Et là encore, c'est de l'autodérision. Au début, je voulais faire Giscard d'Estaing. Oui. Et puis, en cours de route, quelqu'un m'a dit, mais ça te ressemble un peu. Alors, je dis, tiens, ça va être moi. Alors. Et en portrait un peu chiffonné, parce qu'en vieillissant, le visage se chiffonne. Et effectivement, c'est un pincé chiffon trouvé sur la plage. Et là, je m'amuse en le faisant. Mais le plus typique de rire avec les mains, c'est peut-être quand même celui-là, qui a été fait avec mes petits-enfants, mais où j'ai commencé à faire quelques bidons, un peu délirants, avec des couleurs très vives. Et mes petits-enfants, ça les a intéressés. Et nous avons tous ensemble ri avec nos mains. Voilà, ça a été un rire convivial. Un rire convivial. J'aurais dit, voilà, je vous confie des bidons bruts, là, comme ceci. Des bidons bruts. Et avec ça, eh bien, moi, je vous fixerai les yeux. Vous les choisissez dans l'état de bouchon. Et après, vous faites ce que vous voulez au niveau des couleurs, au niveau d'utilisation du sable ou pas, de mettre des cheveux ou ne pas en mettre. Et ça donne cette foule complètement bidon qui est un travail collectif. Puisque je crois qu'on est 9 de mes 13 petits-enfants ont travaillé dessus. On travaille dessus, oui. Donc, tout d'un coup, on a toute une population là qui nous regarde ce que Jean-Luc Germain a appelé la population des Géricans. Oui, tout à fait. Les Indiens Géricans. D'accord. Parfois, ce rire, quand même, on l'a vu ici, ça aurait pu être une caricature d'homme politique, mais parfois, vous avez vraiment une intention très nette de caricature au départ, et même d'attaque, quand même, alors, je crois que chez vous, il y a vraiment un refus absolu de tout ce qui est totalitarisme, stéréotype, conformisme, lieu commun, et que certaines pièces visent à ça. Alors, je pense un petit peu à une aventure qui vous est arrivée déjà à l'époque à la mission culturelle avec Yves Moreau. C'était effectivement une exposition où il y avait une caricature de l'ordre de la religion et qui a entraîné des réactions assez violentes d'une partie de la population brestoise bien pensante. Bon, est-ce que vous acceptez de nous montrer ces œuvres et de nous raconter un peu cette histoire ? Certaines de ces œuvres. En fait, je faisais ces œuvres non pas pour les exposer, mais c'était pour moi à la fois un jeu, mais c'était aussi peut-être régler un peu des comptes inconsciemment avec le bourrage de crâne religieux que j'ai connu dans ma jeunesse à Saint-Renan. Il y a quand même quelque chose derrière Il y a quelque chose. J'ai eu des vexations très fortes parce que j'étais à l'école laïque et
Et les curés en chair tonnaient contre les mécréants de l'école laïque. Bon, bref, peut-être qu'arrivé à l'âge de 35-40 ans, quand j'ai fait ça, 40 ans, 45 ans peut-être, c'est vieux souvenir, mais je les faisais tout seul dans mon coin avec aucune intention de les exposer. Et Yves Moreau, puisque vous l'avez cité, est venu ici, il m'a dit il faut à tout prix exposer cette œuvre-là. Et en fait, c'était fin de millénaire. Et c'était un constat ou une désaffection vis-à-vis de la religion. D'ailleurs, cette poubelle, je l'ai trouvée sur la plage, juste devant. Oui. Et les crucifix, je les ai trouvés en général dans des poubelles ou dans des décharges ou dans les Emmaüs. Et il y avait quand même, bon, j'ai toujours aimé un peu d'ambiguïté dans les tableaux. Il y avait quand même des petites pousses vertes qui, à partir des croix tombées dans le magma de la boue, donnaient une espèce de, comment dire, de renouveau à la religion. Enfin, du moins, les croix se transformaient en un espoir de repousser. Et j'avais mis comme titre, fin de millénaire, mais j'avais mis ensuite comme sous-titre la phrase de Malraux, « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Ah oui. Et donc, il y avait deux niveaux de lecture possibles. Le premier, une évidence, il s'en prend au fait que la religion est dans les choux, quoi. Et à la fois, il y a peut-être un espoir. Et d'ailleurs, dans la presse, il y a eu beaucoup d'articles. Et il y a un curé au moins, sinon deux, qui m'ont défendu et qui avaient vu cette possibilité de, peut-être, de laisser un espoir à la religion. Est-ce que d'ailleurs ça n'est pas plutôt chez vous, enfin c'est peut-être une interprétation personnelle, une lutte plutôt contre les intégrismes que contre les religions finalement, puisqu'il me semble, si je me souviens bien, vous avez aussi une œuvre qui parle de l'islam et des... Oui, il y a une œuvre où je m'en prends effectivement à l'intégrisme islamique, oui. Et c'est pas du tout, on a dit dans la presse que j'aurais jamais osé m'en prendre à l'islam, mais que je m'en prenais parce que c'était facile, que tout le monde tirait sur la religion catholique. C'était pas du tout le cas. Et en fait, je m'en prends aux intégrismes, quels qu'ils soient, au fanatisme, quel qu'il soit. Cet intégrisme catholique, je l'ai connu, je l'ai vécu. Mais l'horreur de ce qui se passe en ce moment, les intégrismes islamiques méritent aussi d'être dénoncés, et encore plus en ce moment, puisque maintenant l'intégrisme catholique, tout au moins en France, n'est pas inquiétant. Non, tout à fait, il ne représente pas un danger. Et donc là, c'était plutôt tourner en dérision un peu. Dans un autre tableau, je tourne en dérision ce sang qui coulait partout, le Christ qui était vraiment une source de sang, et tous les mots-clés de la religion catholique, donnez, le ciel vous le rendra, et ceci est mon sang, ceci est mon corps. Enfin, c'est un peu ces excès-là que je tournais en dérision, quoi. Alors, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, on pourrait penser qu'à l'époque de Molière, avec Tartuffe et Don Juan, les réactions étaient très violentes, parce que on se trouvait quand même encore un moment où les attaques contre les religions n'étaient pas courantes. Mais vous avez dû être surpris de voir que finalement, cette œuvre exposée entraînait des réactions aussi violentes aujourd'hui. Moi, je m'imaginais qu'avec des étudiants, on pouvait rire de tout. Oui. Et j'ai été sidéré de voir cette révolte de quelques étudiants, pas très nombreux, au point d'aller voir le doyen et de dire si ces œuvres-là, le jour du vernissage, sont présentes, eh bien, on vient avec des barres de fer, on casse tout. Et j'ai donc demandé à être confronté à ces étudiants dans un amphithéâtre où on m'a dit, Yves Moreau m'a dit, oh, ils ne viendront pas nombreux, il y en aura une dizaine. En fait, il y avait au moins 50 personnes, peut-être plus, qui sont venues, mais eux ne sont pas venus. Et il y a eu un refus de dialogue. Et par contre, dans le livre d'or, j'ai été copieusement insulté, artiste dégénéré. Auquel cas, j'ai cité ce qui s'est passé pendant le nazisme, des artistes dégénérés, qu'il fallait toujours se méfier quand on parlait d'artistes dégénérés. Les termes rappellent des totalitarismes. Dans notre environnement, là, on a un certain nombre de pièces, donc de bois. Là, en fait, la démarche, comme toujours, d'après ce que j'ai compris, est inspirée d'abord par l'objet en lui-même, et puis des prolongements se font. Complètement, oui. Comme celle-ci, par exemple, je ne sais pas, peut-être que là, on peut... Celle-ci, alors en fait, c'est du lierre trouvé dans la vase d'un abert. Et quand je vois la forme qui évoquait un peu un baiser, disons, un flirt, je l'accentue. J'élague un peu mon morceau de lierre
Et tout ce qui n'est pas vraiment utile à la compréhension, je l'élimine, mais pas trop quand même, et j'en rajoute le moins possible. Mais néanmoins, il y a certaines parties, comme ici, qui ont été rajoutées, et toute la difficulté, c'est que ces rajouts donnent l'impression d'être le bois tel qu'il était initialement. Voilà. Pour retrouver la teinte, il faut que ça puisse s'inscrire en fait aussi dans la forme, pour Voilà. qu'il n'y ait pas de rupture. Voilà, la teinte aussi, bien sûr, et que le mastic, qu'on ne voit pas le mastic. Voilà. Et que ce soit, si possible, lisible sous tous les sens, quoi, pas seulement dans une direction donnée. Et c'est un peu le cas de celui qui est là aussi, qui lui n'est pas terminé, où j'ai commencé à éliminer pas mal de branches, et j'ai conservé ce qui me semblait le plus intéressant. J'ai même rajouté un peu certains bras là où il n'y en avait pas, ceci a été rajouté. Et ma foi, le sens, initialement, c'était une jambe. Oui. Et c'est ma femme d'ailleurs qui me dit, mais il y a déjà les 2 jambes là. Bon, alors effectivement, c'est devenu la 3e jambe. Et je l'ai appelé l'arbre de vie. Oui. Bon, VIE, mais ça pourrait être VIT. VIT. Et en fait, j'ai très peu sculpté. Le visage est un peu sculpté dans le bois, mais le moins possible. Le moins possible. Parce qu'à la fois, je veux donner un sens. C'est en cela que je... Oui, il faut diriger quand même. Voilà, je veux diriger, donner une espèce de piste. Oui. Et les titres aussi, d'ailleurs, sont une piste. Je joue beaucoup avec les titres. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas, là, parce qu'on est sur les œuvres, mais à chaque fois, vous donnez un titre, et le titre, il donne des pistes, il joue souvent sur les mots, là aussi. Voilà, c'est des calembours à la fois visuels et à la fois écrits, quoi. Et effectivement, je joue beaucoup avec les titres. Et là, c'est un peu pareil, c'est... Celles qui sont devant, là, ce sont toutes des souches que j'ai trouvées et que j'ai retravaillé un peu, le moins possible. Là, ça va être un petit flirt bien gentil. Oui. Là, j'ai simplement rajouté un œil. Puis bon, j'ai supprimé beaucoup de branches qui n'avaient aucun sens. Et j'ai ensuite retravaillé un tout petit peu à la scie, mais le moins possible. J'essaye de donner un peu à rêver, quoi. C'est comme mon cavaleur ici, mon cavaleur qui est... En fait, fait avec plusieurs morceaux de bois que j'ai réajustés. Ici, il y a une liaison entre ces 2 parties, mais je m'efforce qu'on la voit le moins possible. Et j'ai rajouté un pied qui n'existait pas. Voilà, ici, la liaison est à ce niveau-là. Et là-bas, mon sacré Satan, parce que j'ai trouvé cette souche énorme. Et quand je l'ai débité à la hache et à la scie, il est resté cette protubérance. Oui, on retrouve. Qu'on retrouve. Et le visage évoque effectivement, c'est un visage un peu satanique. Diabolique, oui. Un peu diabolique. Alors elle n'est pas terminée non plus, parce qu'il y a toute une phase, ça va très vite au départ. Oui. Puis après, il y a une longue phase de gestation où on se dit, ah, c'est pas satisfaisant, et quelquefois on remanie complètement le projet. Il arrive même que ça, je dis tout comme c'est, ça va pas avec le socle. Et on l'enlève. On l'enlève, on va ailleurs. Ouais. Mais il y a le risque, quand on met trop de temps sur une œuvre, on la dénature souvent. À force de vouloir améliorer. Alors, il faut trouver un juste milieu dans la démarche. Alors, quand ce n'est pas le bois, ça peut être totalement du métal, comme ici. Voilà, totalement du métal, comme ici ou comme encore là-haut. Oui. Les bidons écrasés. D'accord. Quand je trouve ce bidon vraiment super, bon, je prends une masse, je le martèle de façon à accuser un peu l'apparence du visage. Et là, j'en ai fait un vieux clown rêveur. Il a un œil qui regarde vers les nuages, là. Et j'ai eu la chance de trouver cet énorme bidon qui sert aux couleurs très intéressantes. Oui. Et donc, il est presque fini. Il y a des liaisons encore qui ne sont pas suffisamment solides. Alors, j'utilise du béton aussi. Carrément. L'arrière, c'est fait avec du béton. Ouais, et ça, c'est les Allemands qui nous l'ont laissé. C'était les piquets qui supportaient les fils de fer barbelés pendant la dernière guerre. Oui. Comme quoi, il y a du pincé quelquefois qui raconte des histoires. Qui raconte, oui. Là, c'est un morceau, on voit l'envers, là où il y avait l'isolant thermique. C'est une porte de frigidaire, je suppose, qui a été vraiment burinée de façon incroyable par la mer. Je n'ai absolument pas retouché le fond, je trouvais qu'il était superbe comme ça. Et j'ai simplement mis un petit personnage à la Miro, avec des débris métalliques. Il me reste maintenant à retrouver la couleur pour unir tout cela. C'est vraiment rien, tous les matériaux sont bruts. Et j'ai appelé ça le petit bonhomme, hommage à Miro. Hommage à Miro, référence est forte. Voilà, ça c'est pour le métal. Bon, il y a juste un petit cordage ici pour le supporter, il est quand même assez lourd. On va le mettre ici pour le moment.
Alors là, c'est amusant de voir derrière, fin de Un chantier, chantier. un panneau balancé dans Voilà. Et pour vous, c'est le une début. falaise dans la mer. Puis je suis très content de le trouver. Et effectivement, chantier pétant. j'ai près de l'Arsenal de Brest un endroit où il y a dû avoir, il y a quelques décennies, un chargement de briques qui a été jeté à la mer. Ah oui, et on Et retrouve en série comme ça. Les briques se sont transformées en galets. Et donc j'en fais un peu toute une série de personnages. Celui-là s'appelle Trogne de Cogne, Oui. un hommage à Cabu. Ah oui. Les bosses avec des grandes gueules et des petites têtes. Ouais. Un hommage à Cabu, celui-là. Ouais, c'est effectivement intéressant parce qu'il y a aussi, effectivement, on verra chez vous tout à l'heure, mais des séries alors, dans le domaine de la caricature, des séries de personnages comme ça, donc dans ces systèmes un petit peu, c'est un peu des personnages d'une certaine façon un peu mis en boîte, Voilà, en ouais. petit casier, etc. Donc eux-mêmes enfermés, comme souvent ils enferment les autres, puisque ce sont souvent effectivement Oui, très souvent je les mets en casier. Je les mets, des gens qui eux-mêmes réenferment les autres. Alors là, on est dans le domaine du pendule, carrément. Alors là, avec des coquillages. Là, c'est que. Voilà, c'est en fait une réincarnation. J'ai trouvé ce bois entièrement brûlé. Oui. J'ai gratté tout ce qui avait envie de partir. Il était beaucoup plus gros que ça. Et j'aime bien le thème de la réincarnation, parce que bon, un arbre peut se réincarner en un autre arbre différent. Et là, c'est l'arbre aux fruits de mer, puisque tous les morceaux qui sont là viennent de la mer. Et j'ai trouvé ces souches intéressantes aux formes très compliquées. Là. Et j'ai donc mis des coquillages avec un clin d'œil à Calder, Oui. Ah oui, c'est au ça, mobile de Calder. Et qui est intéressant quand on le met dans les courants d'air, parce qu'il vibre, un peu comme les fruits dans un arbre. Ah oui, on peut les faire. Un petit peu bouger. Le thème de la réincarnation, là encore, c'est une femme qui est tombée à la mer, bon, fort triste, et qui est en train de se transformer en pincée. Ah oui. Elle devient... Son corps qui se rétrécit. Et on l'a tête, déjà mise dans par son contre, cercueil, alors c'est un peu l'humour noir. Ah oui. Là, c'est plus sombre. Tout de même. C'est plus sombre. Et là, ce sont les carguédoules en riboule. En riboule, en fait, c'est au fond des fêtards en goguette, quoi. Alors, vous voyez, ils sont tellement sous que le cadre lui-même a légèrement tourné et qui s'appuient l'un sur l'autre. Bon. Alors ça, c'est un peu à la limite de l'abstrait, quoi. C'est la fin de toi qui me dévore. Ah oui, c'est ça. On voit des griffes qui sortent de... Voilà, c'est des doigts, comme des doigts qui sont à la fois des pinces de crabe. Et bon, avec une allure presque un peu humaine, quand même. Et dans ce registre-là, justement, le registre un petit peu des légendes, du mythe, etc. Je me souviens, vous m'aviez aussi parlé de ces petits lutins, alors qu'ils ont un nom spécial ici. Alors, les Viltansous. J'en ai plusieurs sur le Tanébou. Ou alors c'est l'encou. J'ai l'encou ici, par exemple. Ici, d'accord. L'encou faite avec une tête de mouton, trouvée dans la mer. Hein. Et avec les fameuses faucilles, enfin c'est la faucille ou la faux. Quant aux Viltansous, alors j'en ai beaucoup, mais j'en ai offert beaucoup. Il ne me reste pas énormément ici. Ah oui. Ah ben si, tiens, je viens d'en faire un. Mon vieux Viltansou, un peu fêlé. Parce que son corps est brisé. Ce sont des lutins, ces Viltansous, ils sont malfaisants pour l'homme ou ils sont plutôt complices de l'homme? Plutôt malfaisants. Mais ici, ma grand-mère me disait toujours, méfie-toi des Viltansous, tous les soirs, sur la dune, des Viltansous courent après les petits-enfants. Alors, j'ai fait un Viltansou qui fait très très peur à mes petits-enfants. J'ai utilisé l'œil de rechange de Le Pen, là. Alors celui-là, le Viltansou avec son petit sexe en érection, là, c'est les yeux qui font peur à mes petits-enfants. Alors ça, c'est le Viltansou tel que ma grand-mère me le définissait. Elle me dit, ils ont des yeux méchants et ils courent surtout après les petites filles. Alors le Viltansou, c'est une légende locale, c'est un peu le Corrigan, mais avec effectivement une connotation un peu péjorative. Le fond, là, c'était sablé ou non? Voilà, alors les fonds, soit j'utilise des fonds tels que je trouve les morceaux à l'état brut et que je retouche le moins possible. Celui-là, par exemple, je ne l'ai pas retouché du tout. Oui. Soit je procède par d'abord une peinture et ensuite plusieurs couches de sable que je gratte un peu comme quand les matériaux sont rongés par la mer et par les rochers, les impacts sur les rochers. Et donc là, pour donner cette impression de dureté un peu, j'ai à la brosse métallique et au burin donné cette impression de minéral. Ouais. Et en fait, c'est sur un fond assez banal en aggloméré, mais j'ai une matière. Et ça accroche bien les spots lumineux dessus, mettent en valeur les yeux, évidemment, les yeux affreux de ce qui est le seul apport du commerce. Et le reste, ce sont des bois, tiens, celui-là d'ailleurs, il va falloir que
Je ne sais pas si j'ai pas cassé un petit bout. Oui, ce que c'est ça pas veut bien dire, on a grave. entendu un petit J'ai crack entendu là, un tout à bruit l'heure, de casse. Ouais. Le pincé est fragile. Comment? Le pincé est fragile. Oui, oui, oui. Oui, il est un peu fragile. C'est une autre thématique importante, c'est effectivement souvent ce combat quand même contre les pollutions, parce qu'il y a un certain nombre d'œuvres que l'on voit comme ça, comme cette Erika là, qui sort du mazout, qui porte ses filets, enfin, qui est comme complètement prisonnière en fait, de son environnement. Il y a d'autres œuvres qui continuent cette thématique là, de la mer abîmée par l'homme. Ah oui, j'ai plusieurs œuvres sur... Bah, attendez, j'en ai une tout près ici, qui est... Le titre c'était « Halte à la pollution » et un jour, il y a une de mes petites filles qui me dit « C'est quand même un grand dégueulasse ». Alors je l'ai appelé le grand dégueulasse, parce que c'est fait entièrement avec des morceaux pollués. C'est du cuir qui a été pollué par la mer. Là, c'est une bouteille en plastique que j'ai vraiment trouvée comme ça. Alors ma petite fille dit « Il est vraiment dégueulasse parce qu'il se vomit dessus et il fait pipi dans sa godasse ». Alors celui-là, je l'ai souvent exposé, tenez, demain, je l'expose dans une déchetterie. J'ai l'homme-oiseau mazouté là-bas, vous voyez, ici, l'homme-oiseau mazouté. Ben voilà encore un autre qui est sur la pollution, là. C'est le pollueur décervelé. C'est un morceau de plastique trouvé presque tel quel. Puis j'ai trouvé cette pierre que j'ai sculptée pour en faire un cerveau en apesanteur, et le pollueur décervelé. Qui bave également du fioul. Ça fait partie de la démarche, j'irais dire, un peu sérieuse, et alors la plus dure de toutes, où je m'en prends à la fois aux pollutions maritimes, bon, puisque j'ai trouvé ça sur la plage tel quel, et il y a encore l'odeur, l'odeur de fioul. Et le bébé, exactement comme ça. Et j'en ai fait donc un résumé de toutes les pollutions qu'un enfant peut subir, que ce soit la pollution maritime bien sûr, mais pollution idéologique, son crâne qui sera rabougri, avec le risque des sectes, des intégrismes, certains mouvements d'extrême gauche ou d'extrême droite. Les embrigadements divers, quoi. Les embrigadements. Oui, c'est ça. Il y a aussi, comment dire, la malbouffe, ici le poignard dans le dos, c'est l'eau pourrie qu'on a ici, qui est dangereuse pour les enfants. C'est la drogue, bien sûr, c'est le fric, c'est l'argent. Et c'est la pédophilie que j'ai symbolisée par un lien. Un lien. Et j'ai appelé ça halte aux pollutions. Et derrière un miroir qui est un peu vicieux parce que c'est dire aux spectateurs est-ce que ça vous concerne. Oui, ça nous renvoie cette image-là. C'est aussi quelque chose de l'ordre de la caricature, mais de quelque chose de très noir quand même. Oui, caricature outrée. Outrée, oui. Alors là, j'avais fait un bidon, il y a une personne qui me dit, j'avais le bidon tout seul, et j'avais mis dans ma collection de bidons là-bas, qui me dit, mais on dirait un peu Raffarin. Alors du coup, j'ai accusé la ressemblance en regardant dans les photos et en faisant avec des cordages les cheveux, quoi. Puis en faisant, la France et sur un fond bleu-blanc-rouge. Voilà, bleu-blanc-rouge, mais mise un peu en cage quand même. Mise un peu en cage. Et j'ai appelé ça l'homme de terrain bidon. Ah oui, la France d'en bas. La France d'en bas, oui. Alors, par contre, je vois qu'il y a des petits cochons qui se promènent à droite et à gauche, là, entre l'hôtel des Trois Faisans et... Oui, alors c'est vrai que là, c'est un peu les circonstances qui amènent... J'ai été invité à exposer sur le thème des porcs. Et j'ai fait 4 tableaux sur le thème des porcs. C'est celui-là qui est la chanson de Jacques Brel, Les bourgeois, c'est comme les cochons. Alors, je me suis vraiment amusé, hein, l'hôtel des Trois Faisans. Bon. Les jeunes qui montent leur cul, comme Et là-bas, c'est copains comme cochons, entièrement fait avec des tongs. Ah oui, c'est ça. Les tongs étaient roses à l'origine. Voilà, déjà. des tongs roses. Là, j'ai pratiquement rien teinté, sauf les liaisons entre les morceaux de tongs qui sont réalisés en mastic et colorés de la même couleur, quoi. Et là, c'est la phrase de Nietzsche, il y a des porcs satisfaits et des hommes inquiets. Ce sont des débris que j'ai trouvés en Corse, des débris métalliques. Et là, il y a le porc à droite qui est très satisfait de lui, qui écrase un petit bonhomme apeuré. L'homme inquiet. Et le quatrième, je m'en prends justement à l'intégrisme islamique. Comment j'ai appelé ça pur porc, élevage taliban, consommation interdite. Vous voyez, le morceau était tel quel. Les couleurs, c'est vraiment les morceaux... On trouve des morceaux assez étonnants quand même, au point de vue. Mais à la fois, il y avait une violence là-dedans par les rouges et les noirs. Et il y avait le vert. Et donc, j'ai retrouvé là le drapeau.
Et puis ici, j'ai fait Alors, avec des... les femmes sont faites avec quoi, les tchadors là, les... alors en fait, ce sont des morceaux trouvés sur la plage également. Ah oui. Des morceaux de plastique, je ne sais pas quelle est la provenance. Et voilà, bon, j'ai fait ce pur porc, consommation interdite. Oui. Vous parliez tout à l'heure des légendes. Oui. Là, c'est le mélange de deux légendes. Mi-en-cou, Minotaure. Minotaure, mi-en-cou, d'accord. Et la légende de l'Ankou ici, Oui. et là, le Minotaure, la légende Oui. grecque du Minotaure. Bon, là, c'est à la fois jouer avec des couleurs, des formes, des matériaux, et à la fois avoir un clin d'œil à des légendes. Quoi. Et là-bas, c'est aussi un clin d'œil. Alors, c'est souvent là les matériaux qui déclenchent un peu l'idée. Là, c'est les demoiselles d'Avignon. C'est une demoiselle d'Avignon parce que j'ai trouvé ce morceau fantastique, ce morceau de fossilisé, un câble fossilisé. Et la tête, si on la regarde de près, elle ressemble à une demoiselle d'Avignon, une des tableaux de Picasso. Ah oui. Une des demoiselles d'Avignon. Vous avez quand même comme ça un certain nombre de clins d'yeux à des références artistiques fortes. De temps en temps, bon, on a vu Miro en bas, donc absolument. Picasso, etc. Il y a un arrière-plan quand même. Donc la culture n'a pas disparu. On n'a pas Ah non, pas du tout. Non. Alors c'est pour ça, c'est en cela que je suis en désaccord avec Buffet. Alors il y a d'autres personnes, dont Cérès Franco, qui est une femme formidable, mais un des papes de l'art brut et de l'art singulier, m'avait dit « Vous avez tort de trop mettre hommage à ». Parce que j'en ai un qui est marrant comme tout, hommage à Picabia, qui a eu cette phrase géniale. Ceux qui médisent de moi derrière mon dos, mon cul les contemple. Et j'ai donc fait, avec un abattant de WC, j'ai fait un tableau. Et j'avais mis hommage à Picabia. Et elle me dit, mais chaque fois, vous mettez hommage à un tel, rendez-vous hommage à vous-même. J'ai dit non, moi je suis bien. Je ne sais pas si je suis humble, mais en tout cas, je veux surtout valoriser, comment dire, les apports. Les apports ou les influences que j'ai pu subir. Ça n'empêche pas que votre œuvre elle soit valorisée. Enfin bon, c'est un biais derrière. Oui, mais c'est des clins d'œil à une culture que j'ai reçue. Oui, qui est là quand même. Et ça, ce sont les tableaux qui m'ont valu d'exposer au Quartz, c'est celui-là et celui-là. D'accord. Celui-là qui était sur non pas sur le thème des militaires, mais sur le thème des gens qui courent après les décorations en longueur de vie. J'ai appelé ça vanité, ou plutôt, après j'ai mis tout n'est que poussière. Les décorations de décomposition, les mains, les jambes, même le zizi tombe en poussière. Et celui-là, Monsieur les culs serrés, mité par la médiocrité. Alors donc, ces culs serrés, là, ça a été le titre d'un de vos articles dans Arrimage, les culs serrés des arbaux, j'allais dire des arbres, des arbaux. Bon, donc avec, encore une fois, oui, une certaine virulence par rapport à des codes établis, au fait qu'on va exposer certains artistes et pas d'autres par rapport à des canons, des critères très précis. On sent que c'est quand même un peu un combat chez vous, ça. Oui, c'est un agacement. C'est pas du tout rejeter l'art conceptuel, bien sûr. C'est bien ce qui mais c'est dire, il faudrait quand même bien réaliser que l'art conceptuel, c'est une des facettes de l'art contemporain. Or, la DRAC, on a fait 3 demandes de subvention. Elle nous a répondu... Vous n'êtes pas dans l'esprit... la phrase, c'était pas ça. Ah oui, on ne peut pas, en gros, subventionner des expositions à caractère singulier. Cette année, ils n'ont même pas daigné répondre. Or, nous faisons venir des étrangers, on travaille avec des enfants, on travaille avec des gros travail pédagogique, et il y a une espèce de mépris, le mot est là, une espèce de mépris. Et moi, j'avais été un peu agacé par Passerelle aussi, qui m'avait dit, vous comprenez, vous n'êtes pas dans l'esprit. Vous n'êtes pas dans l'esprit. Bon, autrement dit, c'est pas Jean-Jacques Péton, c'est le pincé. Parce que quelqu'un d'autre avec du pincé a fait la même démarche que moi, il a eu la même réponse. Vous n'êtes pas dans l'esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a des tiroirs nobles et des tiroirs qui sont à mettre aux poubelles, puisqu'on travaille avec des matériaux de poubelle. Et donc, c'est à ça que je m'en prends. Et alors, il y a eu un malentendu un peu, on a cru que je m'en prenais aux Beaux-Arts. Bon, heureusement, Françoise Daniel, que j'aime beaucoup, n'a pas du tout compris que je m'en prenais aux Beaux-Arts, pas du tout. Je m'en prends aux déviations des Beaux-Arts. C'est un intégrisme, quelque part aussi. C'est un intégrisme de dire, il y a au fond un art noble, c'est l'art conceptuel, à la rigueur l'art abstrait. Quoique la peinture, c'est plus dans l'air du temps. Hein. Les installations, oui, mais abstraites, oui, mais pas la peinture. Et tout le reste, ça ne vaut rien. C'est scandaleux. Parmi le reste, il y a le meilleur et le pire. Et je ne dis pas du tout que je suis dans le meilleur. Mais au moins, faudrait-il donner une chance aux artistes singuliers de s'exprimer aussi et d'aller dans des lieux comme Passerelle. Passerelle, c'est un lieu magique qui irait très bien avec le pincé.
Donc surtout, c'est ces problèmes en plus de hiérarchie dans les arts que vous récoltez. De hiérarchie dans les arts. Pour qu'on fasse un classement. Complètement. Alors que vraiment, là, c'est une démonstration à travers l'histoire de l'art qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les arts. Hein. Je ne sais pas si, par exemple, Archiboldo, à son époque, a été apprécié en faisant avec des fruits, des personnages. Là aussi, on a dû penser que c'était très naïf et enfantin, puisqu'on voyait tous ces fruits qui prenaient... Et combien on pourrait essayer de multiplier les exemples. Le début de Carrel Appel, le mouvement Cobra, au début, a été tourné en dérision. Gauguin. Et qui, justement, a toujours, au contraire, montré que la voix des arts naïfs était une voix absolument féconde. Bon, les arts premiers, les arts bruts... Voilà, alors les petits arbaux, les petits les arbaux, grands arbaux. Les grands arbaux. Les grands arbaux, voilà. Donc on a une première allusion ici à Niki de Saint-Phal, on va passer à Gauguin après, puisqu'on était quand même dans les hommages tout à l'heure, on parlait des hommages. Donc mais alors là, avec un système très particulier, c'est le fond, ce sont ces systèmes de moules. Voilà, c'est en fait des petits casiers enfin des moules à gaufres. Moules à gaufres, oui. Et comme, en fait, Niki de Saint-Phal, pour moi, a représenté un déclic. Il y a à peu près 30 ans, il y a eu une exposition à Paris de Tinguely, qui était son compagnon, et Niki de Saint-Phal. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens dans une exposition au Centre Pompidou, heureux, s'exprimant, riant, parlant entre eux, même quelquefois riant aux éclats. Oui. Et je me suis dit, mais l'art peut être aussi ludique, quoi, il peut être aussi amusant, quoi. Et je me suis dit, bah, si un jour je me mets vraiment à faire des tableaux, j'essaierai de faire sourire. D'être dans cette lignée-là. Et c'est pour ça, là, je lui rends hommage, et j'ai appelé ça, donc, les nanas, hommage à Niki de Saint-Phal, c'est les nanas, quoi, les femmes avec des petites têtes et des gros seins. Des gros seins, une forme... Voilà, et celui-là, c'est un... Très sexué. Très sexué, voilà, oui. Et là, c'est les affres de la cohabitation, des gens en HLM qui sont tous les uns sur les autres. Qui débordent de leur cadre. Qui débordent de leur cadre, qui sont un peu coincés dans leur HLM. Quoi. Puis ça, c'est avec derrière nous. Ça, c'est avec un casier d'imprimerie. Un peu aussi une situation de personnage, de caricature, fait entièrement avec des débris marins, sauf les yeux, où il m'arrive d'utiliser des petites perles en plastique ou en bois. Mais tout le reste, ce sont ceux que j'ai pu glaner sur l'estran. Et même les fonds sont réalisés avec des sables colorés. Et il y a des sables un peu de partout, de la région, mais aussi des sables de l'île de la Réunion, des sables ramassés en Tunisie, par exemple, des sables colorés. Là. Et donc c'est à la fois un peu une mémoire de voyage aussi. D'accord. Parce qu'il y a également des casiers qui ont été réalisés avec des matériaux ramassés pendant les voyages. Toutes les mers du monde, tous les estrons du monde se trouvent. Tous les estrons du monde sont plus ou moins riches, mais c'est vrai que dans des pays comme le Maroc ou l'île de la Réunion, on jette tellement de choses que l'estron est sale, couvert, mais pour moi c'est une aubaine. Quoi. Alors d'une île à l'autre, là, donc c'est l'hommage à Gauguin et à Tahiti qu'on va retrouver. C'était avec la Maison du Jouir. Voilà, il y a eu pour le centenaire de la mort de Gauguin, il y a eu une série d'expositions, dont une à Moëlan-sur-Mer, qui était dans la maison 1932, qui était un hommage à Gauguin. Et nous étions une vingtaine d'artistes à avoir donc fait une œuvre une ou deux, sur le thème de Gauguin. Et moi, j'ai choisi la Maison du Jouir, une maison dans laquelle il est mort. Et il y a à la fois un clin d'œil aux divinités maoris, et clin d'œil au fait qu'il voulait, son rêve, c'était d'avoir une maison en bois entièrement sculptée. Et ceci, par exemple, c'est vraiment la photocopie de l'élément en bois qu'il a lui-même sculpté. Et de même que les textes qui sont là sont des textes de lui. Et j'ai créé des situations, une maison du jouir. Une maison du jouir, Donc on voit quand même un lien avec Niki de Saint-Phal, c'est-à-dire que tout ça pour vous, c'est quand même de l'ordre de la jubilation. Vous parlez de temps en temps aussi de plaisir dionysiaque, en fait, à créer. Donc de retrouvailles avec une espèce d'essence première qui est de l'ordre effectivement du plaisir, d'une espèce un petit peu de folie aussi, une forme de folie. Folie et de plaisir. Folie et de plaisir, d'autorisation un peu au délire aussi. C'est vrai.
Donc vous vous situez quand même dans une lignée de grands, de grands jouisseurs. J'ignore, en tout cas, de jouisseurs, oui, sans doute, sûrement même. Mais je pense que pour répondre revenir sur la question que vous m'aviez posée, sur, au fond, vous faisiez un métier très sérieux, vous étiez militaire, en apparence, en tout et cas. c'était pour moi, quelque part, un défouloir, quoi. Oui, C'était peut-être même, à des moments où j'étais très mal, parce que j'ai eu des problèmes personnels, dus à un divorce, une thérapie. Ouais. Et c'était pour moi justement me réfugier dans de la gaieté un peu et de la liberté au moment où je me sentais entravé. Donc ce sera toujours l'espace de liberté. De toute façon. Voilà, absolument. Et alors ici, ça, vous voyez, c'est un des casiers où je joue justement avec la joie de vivre, quoi. J'appelle ça les hilars. Il n'est pas fini, hein. Mais ce sont des personnages ronds, roses. Sans cheveux. Non, mais là, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Et avec des qui rires, sourires très voilà. prononcés. Alors, j'ai commencé les rires, mais c'est très difficile, en fait, de les faire rire tous différemment. Oui. Je mets différentes couches de colle et de sable. Et tout est réalisé avec des sables. Par exemple, là, ce sont du sable de l'île de la Réunion qui fait le fond, le sable noir. Et il n'y a que des petites touches de peinture pour le blanc des yeux. Et tout le reste, et les perles qui sont des perles de couleur. Mais ce tableau-là nécessite un gros boulot parce que je vais encore retravailler dessus s'il n'est pas abouti, quoi. Oui. D'accord. Ici, on est de nouveau dans le registre de la caricature, de quelque chose qui est de l'ordre de la dérision. Alors, est-ce que chacun a une thématique, vise des catégories humaines en particulier? Oui, alors là, ce sont les vieux râleurs au milieu. Oui. Je vise des gens qui sont un peu des extrémistes, bon, je ne dirai pas qui, bien sûr, mais des extrémistes qui sont complètement écœurés par la France actuelle, qui est foutue. Et donc, tous sont horrifiés par leur siècle, par l'époque qu'ils vivent, et par la France actuelle. Alors donc, c'est les vieux râleurs. Et là, ce sont des sceptiques, plutôt. Ce sont des gens un peu intériorisés, qui sont là, qui... j'ai appelé ça, je crois, les sceptiques. Ce sont des sceptiques. Ce sont des gens pas très bien dans leur peau non plus, mais qui ne s'expriment pas. Et là-haut, c'est plutôt, alors, c'est peut-être des militaires, peut-être, je ne sais pas, mais ils sont tous bien alignés, là. Oui. J'ai appelé ça, au début, j'avais appelé ça garde à vous. Et puis, en fait, comme je leur ai mis à tous un petit sexe, peut-être en érection, je ne sais pas, c'est plutôt gare à vous. Prenez garde à vous. Et alors, soit ils sont en train de... Bon, il faut vraiment regarder de près. Hein. La plupart des gens qui voient le tableau, un jour, un journaliste avait dit que je tournais un peu en dérision l'ordre. C'était un peu me moquer de la condition militaire. Il y a une forme d'ordre, oui, tout à fait. Ils sont tous en uniforme, finalement. Ils sont tous, on voit leur corps par rapport à cela. Voilà, les pieds. C'est un peu le cas. Mais quelquefois, quand je fais un tableau, je ne sais pas où je vais. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours une intention nettement affirmée. C'est en bout de course que je me dis, tiens, c'est curieux, j'ai voulu dire ça, quoi. Et à ce moment-là, je trouve un titre, Gare à vous, qui incitera peut-être à dire, ah, pourquoi gare à vous? Ah, tiens, il y a des sexes. Oui. Bon. Et pour cela, bon, là, c'est plus évident, il n'y a pas lieu de mettre un titre, là, on voit, c'est assez que ce n'est pas la même expression. Ceux-ci sont même plus que sceptiques, ils sont renfrognés, quoi. Ils sont renfrognés. Ils ont des bouches qui se... Ah ouais, voilà, ils se mangent la bouche pratiquement. Oui, c'est ça. C'est les grandes gueules et les bouches en qu'une fois. Alors, il y a même quelques personnes que j'ai visées un peu dans la façon de les faire. J'adore faire les caricatures. D'ailleurs, j'avais comme appréciation très souvent dans ma jeunesse au Britannique militaire, il faudrait mieux travailler davantage et de dessiner un peu moins, parce que je passais mon temps à faire les caricatures des professeurs et de mes copains. Je me remettrai certainement au dessin et à la peinture, mais le pincer, ça reste quand même une passion, quoi. Oui. Et donc, pourquoi renoncer à une passion? Tout à fait. Mais par contre, de plus en plus, je ferai des sculptures. De moins en moins de tableaux d'assemblage. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Vous voyez, c'est des œuvres comme ça devient facile maintenant. Celle-là, je me suis amusé à la faire il n'y a pas longtemps. Bon, eh bien, des tableaux d'assemblage, j'en ai fait beaucoup. C'est les matériaux, je m'amuse avec les matériaux, bon, je m'amuse beaucoup, mais c'est beaucoup plus difficile, les sculptures. À tout point de vue. Ah oui, certainement, oui, techniquement. Techniquement. Et alors, normalement, il faut que de partout, en tournant autour, oui. on ait une appréhension du sujet. Oui, parce que là, effectivement, et là c'est un aplat, malgré tout. Enfin, un relief qui n'est pas très marqué, quoi. Et la sculpture, d'ailleurs, entre l'architecture et la peinture, il y a la sculpture. Oui. Donc, je vais vers l'architecture, tout compte fait. Et aussi aménager des espaces, c'est-à-dire des installations, bon, qui sont très à la mode en ce moment. J'en ai fait très peu, mais c'est une démarche très intéressante. Oui. Alors là, qui se rapproche de l'architecte aussi, parce qu'il s'agit d'occuper l'espace. Ah voilà, occuper un espace, aménager un espace. D'ailleurs, Jean-Paul Théron, quand il est venu ici, m'a dit « Ton atelier, c'est une immense installation. » Oui.
d'une certaine façon, oui, d'abord on est dans une véritable caverne d'Ali Baba ici. Ouais, Bon, il y a un côté absolument merveilleux. Les enfants des écoles, quand ils viennent ici, doivent être absolument les handicapés enthousiasmés. qui ne s'exprimaient pas, il y avait des autistes parmi eux, ils poussaient des petits cris tellement ils étaient contents, joie. ils étaient heureux de joie. Ah, c'était impressionnant de les voir, impressionnant. Kinjuna rumi bongana ngon mapai malongo kini maboga mnyama mengine memene mbo kubiloba yumambe mbu yobe ye mukumbu sanga gomweyi